Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, pour notre rubrique C'est Sport, je vous propose de revenir sur la défaite de l'équipe de Magenta face à Trélisac. On reviendra également sur le championnat de France de boxe, la défaite également de Nicolas Dion face à Sami Hanouch. On en parle avec Jamie Waymo dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, pour notre rubrique On s'occupe de vous, aujourd'hui on va parler du planning familial. Alors qu'est-ce que c'est? Détail avec Anna Chiron dans notre rubrique On s'occupe de vous. Et enfin, pour tout savoir sur les rendez-vous associatifs culturels, rendez-vous dans notre rubrique L'agenda du pays avec Davina Harry. Mais avant de développer tous ces sujets, retrouvons notre invité du jour. Alors aujourd'hui, je reçois Claude Sakoumori, membre de l'amicale des anciens élèves et professeurs des écoles catholiques de Bourail. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Élise. Et donc, bonjour à tout le monde, parce que beaucoup de gens vont nous regarder. Oui. Alors, on est là aujourd'hui pour parler justement de la commémoration du 6 décembre. Alors, on va commémorer justement l'arrivée des frères canadiens. Est-ce que aujourd'hui, on peut nous éclairer un peu sur l'histoire de la venue de ces frères canadiens? Bien sûr, si vous voulez, je peux faire un petit peu un retour historique de l'arrivée de ces frères canadiens sur le territoire. En fait, ils sont venus sur un appel de Monseigneur Bressan dans les années 1952. C'est vrai qu'à cette époque, dans l'enseignement, je ne dirais pas catholique, parce qu'elle n'était pas déclarée en tant que telle à ce moment-là, mais dans l'enseignement, il y avait un manque d'encadrement, de professeurs et surtout de personnes pour diriger et éventuellement des écoles, mais surtout des collèges. Et c'était des professionnels dans l'éducation? Je dirais professionnels dans tous les domaines, parce que les frères qu'on a connus qui sont venus, il y avait des profs d'anglais, il y avait des profs de philosophie, il y avait des profs de langues étrangères comme en allemand, il y avait aussi des profs de menuiserie, de mécanique, de cuisine. Donc il y avait tout un panel là, de compétences donc, venant du Canada avec ses frères. Alors ils vont rester combien de temps en Nouvelle-Calédonie, surtout à Bourail? Alors ils sont arrivés à Bourail au mois d'août 1954, j'avais 8 ans à cette époque, et pour les recevoir, je me souviens, on avait chanté l'hymne canadien, donc au Canada, c'était la première fois que je le chantais, donc on était un petit peu curieux parce qu'ils arrivaient tout droit du Canada, habillés en soutane, mais vraiment soutane épaisse et noire. Pourquoi noire? Je suppose que venant du froid, au Canada, comme il fait froid, il faut porter des vêtements chauds. Donc voilà, en 1954, ils sont arrivés, il y en a 4 qui sont arrivés, et ceci, comme je vous disais, sur demande de l'évêque de l'époque, Monseigneur Bressan, pour pouvoir développer l'enseignement, je dirais en brousse, parce que c'était à Bourail. Alors justement, vous parlez de développer l'enseignement. Qu'est-ce que c'était avant? C'était une école Sacré-Cœur? Alors, à l'origine, l'école Sacré-Cœur existait à Bourail. C'était une école primaire dirigée par un père, le père Cros, et entouré de sœurs qui, enseignaient tous les niveaux. Et Monseigneur Bressan avait bien sûr un souci de voir développer cette école, si vous voulez, de la continuer. Et puis, alors qu'est-ce qui va changer justement à l'arrivée de ces frères canadiens? Eh bien, ils avaient ouvert la 6e, 5e, donc il fallait quand même des personnes sachant parler l'anglais, parce que l'anglais était au programme. Donc ces frères-là ces 4 frères, ont pris la direction, avec le père Cros, de l'école Sacré-Cœur, qui, quelques années plus tard, a été dénommé le collège Sacré-Cœur de Bourail. Et petit à petit, ce collège a grossi, parce que les enfants, c'était le seul collège de l'époque, dans les années 50, au milieu de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y avait des enfants qui venaient de partout, c'est-à-dire autant du nord que du sud, et des îles aussi, des îles Loyauté. Donc ils vont apporter, on va dire, les moyens pédagogiques qui vont permettre de développer justement cette école. Voilà, ils vont apporter les moyens pédagogiques pour développer ce collège, mais poursuivre et puis prendre aussi la direction de l'école artisanale
qui se trouvait un petit peu plus loin, à la sortie du village, qu'on appelle maintenant le lycée Père Guénot. Donc l'école artisanale, l'école rurale, où là aussi pas mal de gens, pas mal d'élèves, de jeunes, allaient bien sûr développer la mécanique, la menuiserie. Hein, tous ces domaines-là étaient bien sûr enseignés par les frères canadiens. Alors depuis tout à l'heure, vous parlez justement d'élèves qui ont réussi. Alors est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous donner des exemples d'élèves qui ont suivi ces cours à l'école du Sacré-Cœur et aujourd'hui qui sont devenus, on va dire, des hommes? Ben, en fait, moi j'ai fait 10 ans de pension, habitant Poya, donc c'était le collège le plus près. Donc j'ai fait 10 ans de pension au Sacré-Cœur de Bourail. Et puis j'ai eu la chance de me former en métropole et puis d'être professeur de PS et d'enseigner 7 ans au collège Sacré-Cœur de Bourail. Donc c'était une chance pour vous de suivre les cours au Sacré-Cœur? D'une part, oui, mais comme j'étais marié à une Canadienne, donc elle a voulu à tout prix retomber dans le giron canadien, si je puis dire, pour ne pas être un petit peu dépaysé. Mais durant ces années d'enseignement, j'ai eu des élèves qu'on connaît maintenant, Gilbert Touyenan, j'en parlais tout à l'heure, maire de Canala, mais Eric Gay, maire du Mont-d'Or. Il y a aussi le maire de Pointe-Boute, qui est Roby Courteau, qui est passé à l'école rurale artisanale. Et puis il y en a beaucoup. Il y a aussi Adolphe Ligoué, qui est maire de Yaté maintenant, qui lui aussi est passé à Bourail. Donc voilà, il y a eu pas mal de garçons, mais aussi de filles qui sont passées et qui ont une très bonne situation maintenant. Donc, on peut dire que c'est grâce à cet enseignement, on va dire, catholique et des frères canadiens. Je pense que, moi je dirais oui, parce que l'amicale qui a été formée par nos anciens élèves, à chaque fois qu'on se voit, qu'on se rencontre, le sujet de conversation, c'est un petit peu l'école de Bourail et les punitions qui ont été données et puis les réussites qui ont été aussi obtenues. Donc c'est toujours présent et nos anciens élèves ont 45, 55 ans, voilà. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait des bêtises, on va dire les punitions, faisaient en sorte qu'on ne recommençait pas les bêtises. Exactement, donc ça c'est un petit peu la génération de cette époque. On ne faisait pas une deuxième bêtise parce que voilà, on ramassait, comme on dit, à la première et puis la deuxième, on se soucie un petit peu de rester tranquille. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passait. Bon, mais c'était l'éducation de cette génération-là, qui, moi, maintenant, au contact de mes anciens collaborateurs, enfin professeurs avec qui j'ai enseigné, regrette un petit peu cette séquence-là de la vie où l'éducation, c'était ça. C'était ça l'éducation. Et puis. Et comme on dit chez nous, on corrigeait à la trique, quoi. On corrigeait à la trique. Et puis, il n'y avait pas de mal. Je pense que les parents ne rouspétaient pas parce que ça faisait un petit peu partie de l'éducation. Donc, voilà. Mais c'était à cette époque-là. Maintenant, ça a changé. Et puis, je sais que c'est un peu plus dur maintenant pour les collègues qui continuent à enseigner. Voilà, on ne va pas tout dire sur le côté historique. On va laisser donc nos chers téléspectateurs se rendre à Bourail le 6 décembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement pour terminer cet entretien le 6 décembre à Bourail? Alors, je vous disais que les frères étaient arrivés en 1954, 2014, donc ça fait 60 ans. On veut donc, quand je dis on veut, c'est l'amicale, donc les anciens élèves veulent commémorer un petit peu ces 60 ans de présence des frères canadiens. Il n'en reste qu'un à Bourail, c'est le frère Charret. Donc je pense que si les anciens élèves m'écoutent, ils sauront de qui je parle, le frère Roland. Donc il est le seul, il a 82 ans. Donc on veut commémorer donc, les 60 ans de présence des frères canadiens à Bourail le samedi 6 décembre. Alors ça commence à quelle heure? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une stèle apparemment qui va être érigée. Alors le programme, il est fait. Donc 7h30, donc, il y a d'abord une coutume qui est faite à tous les coutumiers de Bourail, mais surtout aussi aux propriétaires terriens du lieu, parce que avant la colonisation, une famille, une tribu était là. Donc une coutume est faite aussi en ce sens-là, donc pour eux. Donc après la coutume, il y a la dénomination de 3 rues de Bourail qu'on va dénommer au nom de frères qui ont marqué un petit peu leur passage parce qu'ils sont décédés maintenant.
Donc il y a le frère Louis Edmond, Ernest vient. Il y a le frère Leblanc, Jean-Noël Leblanc, donc c'était le frère Aurel. Et puis le frère Lalande, le frère Armand Terrien, qui lui était à l'ERA et qui a aussi marqué son passage dans les ateliers de l'ERA. Voilà, Claude, on ne va pas tout dire. Donc, nous arrivons à la fin de cet entretien. Donc, on n'a pas beaucoup, on va dire, de temps pour en discuter. Je pense qu'on peut en discuter pendant des heures. Donc, on va dire qu'on donne rendez-vous à nos chers téléspectateurs le 6 décembre. Est-ce que vous avez un dernier message à passer justement à nos chers téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Ah oui, moi, je lance un appel, bien sûr, à tous les anciens élèves et leurs familles qui sont passés au collège Sacré-Cœur de Bourail, mais aussi à l'école rurale artisanale. Et je n'oublierai pas aussi le lycée commercial, parce que ça fait partie un peu ces entités-là de l'enseignement catholique. Donc je leur demande de venir ce samedi 6 décembre, parce qu'en plus des nominations des rues, il y aura bien sûr la bénédiction de la stèle qu'on va y mettre pour commémorer bien sûr le passage des frères canadiens à Bourail. Voilà, donc c'est sur ce message qu'on se quitte. Claude Sakoumori, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Élise et merci à NCTV. Voilà, donc on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Davina, c'est vendredi, c'est le jour des copains, des copines, des amis, donc c'est la joie, c'est bientôt le week-end, donc tu viens nous présenter l'agenda du pays. Bonjour Élise et bonjour à vous à la maison, j'espère que tout comme elle, vous êtes en forme en ce vendredi, n'est-ce pas? Si je suis heureuse, ils sont heureux aussi également. J'espère. Donc de te retrouver surtout. Oh, c'est trop gentil ça. Donc on va commencer tout de suite en allant du côté de Pointe-Boute, où l'association des rodéomènes de Pointe-Boute organise une journée. Ça se passera donc demain, samedi 22 novembre, à partir de 8 h sur le site du champ de foire de Pointe-Boute. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il faut prendre la route qui va vers le lycée agricole. Donc voilà, une journée où sera donc programmé des jeux équestres, des animations pour les enfants, mais aussi de 17h30 à 20h, le fameux, l'incontournable rodéo de nuit. D'accord. Et pour la suite, on va du côté de Coné pour une exposition. C'est ça, alors on va parler cette fois-ci de l'exposition, de l'expo photo de Claude Baudet-Moulin, visible à la Médiathèque de l'Ouest jusqu'au 30 novembre, qui est consacrée aux coulisses des tournages des clips vidéo locaux. Voilà, pour ceux qui sont du côté de Coné, n'hésitez pas. Et puis, puisqu'on est dans la zone VKP, Elise, je te propose qu'on rappelle à nos amis ce petit communiqué qui vient de la province Nord et puis du CIVOM VKP. S'il vous plaît, faites preuve d'éco-responsabilité, ne gaspillez pas l'eau, surtout en zone VKP où l'eau est rare. Il faut éviter de laver vos voitures, de remplir vos piscines si vous n'en avez pas besoin. Il faut éviter aussi de laisser les robinets ouverts. Effectivement. Et vérifier que vous n'avez pas de fuite d'eau. Voilà. C'est important. Mais c'est pas interdit de se baigner, voilà. Aussi, mais bon. Voilà, chers amis, pour plaisanter, chers téléspectateurs, soyez éco-responsables. Et pour la suite, on parle des prochains passages du bibliobus. C'est ça, donc le bibliobus passera mercredi 26 novembre à la tribu de Tchamba à Ponériouin, de 14 h à 16 h au foyer socio-culturel. Et il passera également pour la dernière fois de l'année du côté de Yingen, à la place du marché, de 9 h à midi. On rappelle juste que c'est Élise, le bibliobus, ça permet aux gens qui sont loin donc, de pouvoir lire, emprunter des livres, emprunter des CD, des DVD, et puis aussi s'inscrire à la médiathèque, et puis aussi, comme je le disais, s'informer sur ce qui se passe ailleurs, donc notamment sur les activités de la médiathèque du Nord. Voilà, ensuite on fait un tour à Nouméa pour une invitation à une conférence proposée par l'IAC. C'est ça, donc IAC qui signifie, Élise? Institut agronomique de Calédonie. Néo-calédonien, elle est forte, c'est ça. Donc il y aura une conférence sur le thème des bulimes, donc on l'a dit, biodiversité en bave, pardon. Pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est un jeu de mots. Les bulimes, ce sont des escargots géants terrestres. Voilà, donc ils sont présents uniquement dans certaines régions du Pacifique. Et chez nous, on a de la chance, on en a. Oui. Donc Fabrice Béchia, chercheur en écologie de la faune sauvage, s'appuiera sur ses 15 années de recherche autour de ces bulimes. Puis il nous parlera un peu de comment les protéger, et puis ce qui est mis en œuvre pour les un peu protéger, comme je le disais, et puis mettre en avant ces bulimes dans la nature néo-calédonienne. Voilà, une occasion de savoir un peu plus sur ces escargots. Moi, je ne connaissais pas, d'ailleurs. Je vais faire un tour à cette conférence pour en savoir plus. Et après cette conférence, donc, elle aura lieu et quand ?
Elle aura lieu le mardi 2 décembre à 18h à l'auditorium de l'Institut agronomique néo-calédonien à Lansvata. C'est gratuit, libre d'accès à tous et si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez appeler le 43 74 24 et puis c'est la dernière conférence proposée par l'IAC pour cette année en tout cas. D'accord, voilà, vive l'année prochaine alors. Oui. Et bon, pour finir, en vue du week-end, qui s'annonce, quelques recommandations. Oui, alors quelques consignes, il fait beau, c'est le week-end, tout le monde va vouloir aller en mer. Et bien sûr, avant, il faut prendre quelques précautions. Notamment, chers amis, il faut consulter les bulletins météorologiques, vérifier votre matériel et les équipements de votre bateau, informer un proche sur l'endroit où vous allez. Si vous partez plusieurs jours, le jour où vous comptez revenir et puis l'heure approximative. Voilà, et puis aussi prendre connaissance des informations nautiques telles que les cartes ou les avis au navigateur, par exemple. Il faut aussi vous munir, bien sûr, d'un moyen de communication. On l'a bien vu l'année dernière, ça a permis de sauver pas mal de monde, ces fameux petits téléphones. Donc voilà, il faut les prendre. Voilà, prenez vos précautions. Merci Davina, je te souhaite bon week-end. À toi aussi, pardon, et puis à nos amis téléspectateurs, très bon week-end à tous. Pour moi, le week-end n'est pas encore pour maintenant, donc je continue mon périple avec Jamie Waymo pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, donc une semaine après on revient sur l'épisode Coupe de France. Le week-end dernier, il n'y aura pas eu d'exploit. C'est clair, bonjour Elise et bonjour à tous. Un week-end du 15 novembre malheureusement à oublier. En effet, il n'y aura pas eu d'exploit. Aucune surprise, une fois de plus, la Coupe de France nous échappe. La hiérarchie a été respectée. Les favoris ne sont pas tombés dans le piège calédonien qui évolue à domicile. Nos footballeurs et notre boxeur ont trébuché face tout d'abord à une belle équipe de Trélissac ou encore face à un séduisant Sami Hanouch, tombeur de Nicolas Dian. On devra encore patienter pour avoir un successeur de Charles Baou en football. Magenta cherchait l'exploit, l'ASM voulait marquer un peu plus son empreinte dans le football calédonien, mais la belle performance réalisée en 2006 face à Dunkerque ne s'est pas reproduite. L'équipe calédonienne s'est lourdement inclinée sur le score, que tout le monde le sait, de 3-0. Et donc, tu nous fais un petit retour sur les réactions. Voilà, Élise, en effet, retour sur le match avec la réaction d'Alain Moisan, l'entraîneur de l'AS Magenta. Donc, je savais que c'était une équipe très très solide, qui avait une grosse volonté de jouer, donc c'est ce qu'ils ont montré. Avec du gabarit derrière, avec des joueurs au milieu de terrain toujours disponibles, qui jouent très simplement. Voilà, c'est une belle leçon, je pense. Ce match-là aurait été pour nous une belle leçon de football, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ils ont été patients, très très patients, puisqu'on les a vraiment bien bousculés pendant 45 minutes. Et voilà, en deuxième mi-temps, ils ont profité de la première erreur et de la deuxième erreur qu'on a faite sur le plan individuel. Et ils ont scoré et ils ont géré tranquillement, je dirais, la fin de match. Vous savez, les erreurs individuelles, évidemment, lorsque vous avez duel, lorsque l'adversaire prend le dessus, voilà, ça crée ensuite des décalages et c'est beaucoup plus difficile. Mais on essaie à Magenta aussi de procéder ainsi, c'est-à-dire de faire participer un maximum de joueurs à la récupération. Je crois que c'est le b.a.-ba du football de haut niveau maintenant. Donc même à notre niveau, on se doit d'être très très rigoureux sur ce plan-là. Et là, c'est le travail des éducateurs, des entraîneurs. C'est difficile, disons, d'inculquer ça à des garçons qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas été formés dès leur plus jeune âge à ce travail de récupération, mais en tout cas, moi, j'essaye de le rentrer dans le crâne de mes joueurs et dans l'ensemble, c'est bien fait. Ensuite, par rapport à une équipe comme Trélissac, évidemment, ils jouent à un rythme beaucoup plus élevé toute la saison et voilà, ça a fait la différence. Oui, je crois que la victoire de Trélissac ne souffre aucun débat. Disons que nous, on a joué une mi-temps et eux, ils ont joué deux mi-temps. Voilà, donc la différence, évidemment, c'est une différence non pas technique, non pas tactique, parce que je pense qu'on leur a posé beaucoup de problèmes en première mi-temps. On s'est créé deux très très belles occasions de but. Par contre, évidemment, sur la préparation physique, on n'a pas réussi à tenir le rythme. Les deux objectifs qu'on avait fixés en début de saison, nous ne sommes pas loin de les atteindre.
Ben, le premier, c'était la coupe, c'est fait. Et puis, on s'est régalé à ce 7e tour de Coupe de France, même si on a perdu. Mais en tout cas, les joueurs ont pris du plaisir, je pense. Ils ont souffert, ils ont vu ce que c'était. Voilà, c'est une belle leçon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une belle leçon de football qu'ils ont prise. J'espère qu'ils vont en tirer. En tout cas, je m'attellerai à ce qu'ils en tirent des enseignements. Et puis, voilà, le plus important, en tout cas, ce n'était pas ce match-là. Le plus important pour nous, maintenant, c'est Auteuil, ce soir. Donc, il va falloir être absolument efficace, beaucoup plus efficace, et puis gagner ce match. En attendant, donc, évidemment, la grande finale que tout le monde attend, peut-être contre le SI. Voilà, l'équipe qui domine le championnat calédonien a eu affaire à un adversaire d'un autre calibre. C'est clair, en effet, Elise, après avoir tout au long de l'année une équipe de Magenta dominatrice et grande favorite des matchs du championnat calédonien, c'est dans le costume de challenger que les hommes d'Alain Moisan ont affronté l'équipe d'Aquitaine, évoluant en CFA, qui est le championnat de France amateur, la 4e division française après le national, la division nationale. Donc l'équipe de Trélissac qui est essentiellement composée de joueurs semi-pro qui pour la plupart sortent des centres de formation, notamment de Sochaux, de Toulouse ou encore du FC Nantes. C'est une équipe qui se situe à la 5e place de sa poule et qui joue la montée en nationale. La nationale, je vous le disais tout à l'heure, c'est la division juste au-dessus du CFA où toutes les équipes sont des équipes professionnelles. Donc oui, l'AS Magenta est tombée contre une équipe, comme tu le disais, Elise, d'un tout autre calibre. Donc des équipes professionnelles, donc à un autre niveau, où la rigueur tactique et défensive est plus élevée que notre niveau. En effet, avec une vision de jeu redoutable et de belles individualités techniques, le haut niveau s'est illustré. Il a fait la différence malgré la présence des joueurs chez Magenta tels que Pierre Wajoka qui ont, il faut le dire, le niveau tout de même national, les Trélissacois, ont démontré samedi que le niveau du football calédonien a encore des carences techniques et tactiques. Dans le haut niveau, lorsque tu fais une erreur, ça se cache derrière. Et cela, on l'a vu sur le terrain durant l'un des 3 buts de Trélissac sur une erreur de gardien. Alors, on voit que ce sont des joueurs qui s'entraînent tous les jours. Voilà, Ce sont, on va dire, des semi-pros. On a vu beaucoup de rigueur, on va dire des joueurs très concentrés, professionnels contre amateurs. 3-0, donc pas de surprise. Voilà, pas de surprise comme tu le dis Elise, et on le voit aussi, donc on voit la différence entre professionnels et amateurs, une différence qui se voit également sur le budget. L'AS Magenta, c'est un portefeuille de 15 millions de francs Pacifique et Trélissac, c'est 150 millions de francs avec un centre de formation de 400 jeunes pour 40 éducateurs, donc 10 jeunes pour un éducateur, des jeunes qui travaillent déjà les gammes technico-tactiques et après le résultat, tout le travail effectué en formation. On le voit sur le terrain et même si ces chiffres n'expliquent pas tout, cela te donne déjà un petit aperçu du travail qu'il nous reste à faire ici en Nouvelle-Calédonie si on aimerait passer à l'étape supérieure au niveau du football calédonien. Alors dans ce 7e tour de Coupe de France, 11 équipes ultra, on va dire, marines étaient engagées. 3 équipes ont pu se qualifier justement pour le 8e tour. En effet, Elise, donc c'est la Saint-Louisienne de la Réunion qui a dominé Pontivy, une équipe de CFA au tir au but après un match serré jusqu'aux prolongations qui s'est terminé sur un score de 2 buts partout. Le club franciscain de Martinique a battu à domicile Sainte-Geneviève-des-Bois 2-0. Et enfin, l'US Matoury de la Guyane s'est imposé sur le terrain de Wassel au tir au but, 2 partout après prolongation. Les autres équipes sont éliminées, dans Tefana, l'AS Tefana de Tahiti, qui s'est incliné face à Noisy-le-Sec en métropole, 2-1 après prolongation. Et on enchaîne, Jamie, avec une autre déception. Nicolas Dion s'est incliné de 3 points face à Samy-Anouche. En effet, malheureusement, 97-94, il aura suffi de 3 petits points pour que Samy-Anouche soit sacré champion de France à l'Arène du Sud de Païta. Nicolas Dion, notre Calédonien, s'est bien battu. Il s'est bien défendu, c'est bien aguerri que les Calédoniens ont pu voir sur le ring. Un homme qui, jusqu'au bout, aura tenté de prendre un titre que seul Charles Baou avait remporté jusqu'à présent. Les crochets du gauche de son adversaire lui ont été fatals. Champion de France, ce ne sera pas pour tout de suite et ce ne sera pas pour cette année. Mais je remporterai ce titre, dit-il, et vous pouvez compter sur moi. Je serai le successeur de Charles Baou. C'est ce que nous a dit Nicolas Dion durant notre entretien au lendemain du match. La suite du récit, c'est tout de suite dans ce reportage. J'ai cette haine, Nicolas Dion.
Nouvelle-Calédonie, Patrick Malaisé, coach, Nicolas Dion. C'est le retour du roi, c'est le retour du roi, Nouméa, c'est le retour du roi. Balance tes crochets, on a les crochets chez moi. Laisse la ceinture, touche pas, ma droite te fout le droit. C'est le retour du roi, c'est le retour du roi, Nouméa, c'est le retour du roi. On a fait une croix, dompter la cible, je suis invincible. Mon nom Nicolas Dion, tellement rapide, puissant. J'ai le pouvoir de l'invisible, armé de ma boxe sévère. Dans l'arène le gladiateur. On a eu une bonne tactique, qui était de casser la distance, de se coller à lui et d'enchaîner. Le problème, c'est que dès le deuxième round, je prends un coup de tête. Le premier round se passe bien. Lui me donne les coups dans les gants, je bloque, je remis, je vais me coller au corps. Ça, elle est courante, tout se passe bien. Au deuxième round, on continue le même schéma technique et là, je prends un coup de tête, je suis ouvert. L'arbitre m'essuie un peu et on repart. À partir de là, le combat a une autre tournure. Dès que j'avançais, dès que j'ai essayé de casser la distance, j'arrivais plus à frapper parce que forcément, il me repoussait, il me donnait des coups de tête. Après, c'est le jeu, voilà. L'arbitre on peut dire que l'arbitre aurait pu sanctionner, on peut refaire le combat dans 10 000 façons. Le truc, c'est que la tactique a marché qu'à moitié parce que je réussissais à m'approcher de lui, mais je réussissais plus à taper parce que dès que j'ai avancé, soit j'avais un coup de tête, soit il me poussait et je pouvais plus enchaîner les coups. Donc il m'a neutralisé et j'ai pas pu faire ma boxe. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. 91, Dion, 99, Anouche. Le vainqueur en unanimité, Samy Anouche. Félicitations à lui et puis de toute façon je pense qu'on risque de se rencontrer. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions, on est dans la même catégorie, donc forcément nos routes vont se recroiser. Il a gagné la première bataille, voilà. Si les premiers boxeurs veulent bien approcher, vous êtes reculés, s'il vous plaît. Bon, à la limite de la catégorie, au poids de 75 kg 800. Yes, Samy. Allez. Bon, à la limite de la catégorie, à 75 kg 300. Chez moi ici. Je suis chez moi et j'aime la boxe, j'aime la Calédonie. Et donc ici, tout est réuni pour que je réussisse. Si je peux relancer la boxe en Calédonie, j'en serais le plus heureux. Je voulais être le successeur de Baou. Je ne l'ai pas été. Aujourd'hui, je le serai demain. Ça, c'est une certitude. Je n'ai pas lâché. Le titre, je l'aurai. Après, voilà. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression de représenter la Calédonie. Je suis un guerrier. Je me bats sur le ring, du début à la fin. Je laisse rien comme mes anciens l'ont fait avant moi. On a toujours été une terre guerrière ici. On continue d'être un guerrier. Et je pense que je suis quelqu'un de vrai. Le public, il aime ça. Donc le public va revenir parce qu'on va tout donner et que je donne tout sur le ring du début à la fin, je lâche rien. Et si je peux ramener la Calédonie au plus haut niveau, je serai le plus heureux. Si on veut atteindre un bon niveau, il
faut sortir. Faut sortir. Le problème à l'heure actuelle, c'est que, à part aller en Australie, je parle de la boxe amateur, parce que forcément c'est par là que tout commence, hein. La boxe éducative et la boxe amateur. Faut sortir, faut s'étendre, faut aller chercher les gosses dans les écoles, dans les quartiers, parce que c'est là qu'ils sont. Et faut les faire sortir du pays. À part en Australie, alors aujourd'hui, ils vont nulle part. Et l'Australie, c'est pas une nation de la boxe non plus, donc voilà, faut s'aventurer, il faut aller ailleurs, il faut essayer, en Asie, même ce qui est à côté. Voilà, et pourquoi pas. Moi, toutes les années, à l'heure actuelle, je suis en France. Toutes les années, dans mon club en France, il y a des boxeurs qui participent au championnat de France. Je vois des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, mais je vois jamais d'équipe calédonienne. Et c'est ça qui me fait mal au cœur, parce que je sais qu'ici, on a du potentiel. Je sais qu'ici, on a des jeunes qui demandent qu'à éclore, mais on ne leur donne pas les moyens d'y aller. Bon, je vais te dire ce que c'est que la vie d'un boxeur professionnel. C'est beaucoup d'un boxeur professionnel calédonien. Parce que ça, il ne faut pas oublier, je suis calédonien avant tout. Ça veut dire déjà partir du pays, être à 22 000 km tout seul. Après, sur l'aspect sportif, je passe 7 heures dans la salle de boxe par jour. Une journée de travail, quoi. Pas 7 heures en continu, la journée se divise en deux. Je fais à peu près 9h30 jusqu'à 12h30 le matin. Et après, je reprends à peu près à 5h du soir jusqu'à 10h du soir. Moi, je viens de mes rêves. Et voilà. Et je vais essayer d'y aller jusqu'au bout. Et s'il y en a d'autres qui peuvent le faire, malgré toutes les difficultés, il y aura toujours des gens qui seront là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Souvent, on me dit ouais, vas-y, arrête, qu'est-ce que tu te prends la tête, machin, nanan, sport de fou et tout. Mais moi, je suis boxeur et voilà, je fais ce que je sais faire. Ce que je sais faire, c'est de la boxe et puis il faut vivre son rêve et y aller au maximum, aller au plus loin. Et malgré tout ce que les gens peuvent dire, faut serrer les coudes et continuer à y aller, savoir pourquoi on le fait et vivre son rêve. Plus tard, je pourrais dire à mes enfants, mes petits-enfants, moi, je suis allé en France et là-bas, j'ai boxé avec les mecs et puis j'ai ramené ici au pays les ceintures. Je suis invincible, mon nom Nicolas Dion, tellement rapide, puissant, j'ai le pouvoir de l'invisible, armé de ma boxe sévère, dans l'arène le gladiateur, je suis un phénomène, dans l'arène le gladiateur, je boxe comme au premier jour, la frappe que peuvent entendre les sourds. Je suis un Nouméa, essaye d'en me toucher moi, le jaloux se soumet à la puissance du lion du roi. Voilà, l'histoire attendra Nicolas Dion. C'était le titre de nos confrères, donc dans les Nouvelles-Calédoniennes. Voilà, le titre de Nouvelle-Calédonienne. Nicolas devra attendre, devra patienter pour décrocher un titre de champion de France. Et nous aussi, on devra attendre le successeur de Charles Bao, sachant qu'actuellement, Nicolas Dion est le seul boxeur calédonien à évoluer dans la catégorie des professionnels. Et puis, tous nos espoirs, je dirais, reposent sur lui parce que c'est le boxeur qui est à même à pouvoir ramener un titre de champion de France ici en Nouvelle-Calédonie, sachant que lui, il évolue en métropole dans un club de boxe qui est situé sur Grenoble. On a senti beaucoup de déception chez le boxeur calédonien durant cet entretien avec un visage marqué, vous l'avez vu. Donc voilà, il était triste, il est triste de ne pas avoir pu remporter ce titre de champion de France ici sur sa terre natale. En tout cas, il est sorti la tête haute, Nicolas. En effet, dans un défi rude et serré, donc ce combat, il a perdu au point face à un adversaire, Sami Hanouch, qui souvent remporte ses matchs par KO. Donc voilà, il a réalisé tout de même une belle performance. Et puis aussi, on peut compter sur la relève de la boxe calédonienne. On avait vu pour annoncer la finale des championnats de France, on a eu un petit entretien avec Luc Emma. C'est un boxeur, je dirais, une bonne relève pour la boxe calédonienne qui, lui, a l'intention de faire ses derniers jeux de faire ses derniers jeux du Pacifique l'an prochain, puis ensuite essayer de faire comme Nicolas Dion, c'est-à-dire mener une carrière de boxeur professionnel. Donc peut-être que d'ici là, on aura deux prétendants à la succession de Charles Bao d'être champion de France ici en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, on leur souhaite un bon courage et bonne continuation à Nicolas Dion. Voilà, et bon retour. Merci Élise et merci à tous. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique « On s'occupe de vous ».
Bonjour Anna, dans ta rubrique de ce jour, donc nous parlons du planning familial. Nous verrons comment cela fonctionne, à qui ça s'adresse et quels sont les professionnels qui y travaillent. Bonjour Élise et bonjour à vous derrière votre écran. Alors nous allons à Koumak, effectivement je vous emmène au centre mère-enfant où depuis le 1er août de cette année, il y a un centre donc, de planning familial qui s'est installé. Pour la petite histoire, eh bien, le centre de planning familial a été créé dans les années 1956. À l'époque, il portait le nom de la Maternité Heureuse et c'était une association qui réunissait des femmes et des hommes aussi, bien décidés à faire changer la loi de 1920, donc, qui portait sur l'interdiction de l'avortement ainsi que de l'utilisation et de la diffusion de tout moyen contraceptif en France. Et du coup, la situation a bien évolué depuis. Oui, ça a vraiment évolué depuis, comme tu dis, Élise. Et puis, c'est justement dans ce sens qu'a été créé donc, le planning familial pour que ce soit, qu'il y ait une égalité plutôt entre les femmes et les hommes, la mixité et la laïcité. Voilà, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'action du planning familial. Alors, que propose-t-on dans un centre justement de planning familial ? Alors, les centres de planning familial, ce sont des lieux d'accueil où on peut trouver donc un soutien, une aide, quel que soit son âge. Et puis les entrevues donc sont toute confidentialité, donc pas de souci. Et là, on y aborde donc des questions qui sont liées à la vie sexuelle, affective, la contraception, la grossesse, l'avortement, les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Les difficultés conjugales également, l'adolescence, fait tous ces types de problèmes, parce que évidemment, ce sont des sujets qui ne sont pas toujours faciles. On ne peut pas toujours en parler facilement à la maison, avec ses parents, avec son entourage. Donc voilà, un lieu d'écoute. Mais voilà, donc du coup, c'est important d'avoir un endroit où l'on peut nous conseiller et nous orienter. Et puis, ce n'est pas qu'un endroit où on peut parler et recevoir des conseils, puisqu'on peut aussi se procurer la pilule du lendemain, et puis on peut aussi avoir un test de grossesse et également des préservatifs. Alors, est-ce que l'on propose les mêmes services à Koumak ? Alors, à Koumak, comme dans tous les autres centres de planning familial, donc à Koumak, il y a aussi des consultations de contraception, les IST gratuites, dont je répète, IST, infections sexuellement transmissibles, et cela, quelle que soit la couverture sociale, on peut y aller, c'est gratuit. Il n'y a pas de suivi de grossesse par contre, ni d'IVG, donc d'interruption volontaire de grossesse à Koumak. Par contre, ils font, eux, les diagnostics de grossesse, et puis également aussi la première consultation IVG avant d'être orientés vers les professionnels pour une prise en charge. Voilà, donc un service bienvenu dans le Nord, et je pense notamment aux adolescents. Ils ont désormais un lieu où ils peuvent demander justement des conseils et consulter librement, car comme tu le disais tout à l'heure, donc c'est toujours difficile de parler de sexualité avec ses parents et bien sûr des moyens de contraception, donc d'en parler avec sa famille, surtout chez nous les Kanaks, c'est encore un peu tabou. Donc j'ai le plaisir d'annoncer le sujet qui va suivre. Allons donc du côté de Koumak visiter ce fameux planning familial. Ici, on est dans l'enceinte du centre mère-enfant de Koumak qui accueille depuis début août le planning familial. Elles peuvent venir chercher des informations, un moyen de contraception et renouveler leur contraception. Donc ça va être... les préservatifs sont délivrés gratuitement, comme le reste d'ailleurs, que ce soit les pilules, l'implant, le stérilet. On les pose on les pose et on peut les échanger ici. C'est gratuit. Ça, c'est vraiment le propre du planning familial. Parce qu'il y a des cabinets médicaux sur Koumak, ça existe. Après, pour la grossesse, on va faire le test de grossesse, c'est possible de le faire. Mais s'il est positif, s'il y a une grossesse, si la femme ne désire pas garder les grossesses et s'oriente vers un avortement, on va l'orienter.
Et si elle veut garder la grossesse et faire un suivi de grossesse, on va l'orienter aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout de suivi de grossesse ici. Ça va plus être axé sur de la contraception, du dépistage et traitement d'infections sexuellement transmissibles. Bien. Oui, tu peux toucher si tu veux. C'est plus gras que le préservatif commun. Et on va prendre un. Bien. C'est un partenariat entre la province Nord et l'hôpital. Voilà. Donc il y a des sages-femmes en alternance, soit de l'hôpital, soit moi, et qui viennent faire la permanence les mercredis après-midi. Mais c'était 6 mois à partir de quand? Octobre? En octobre? Ah, début novembre? Dès que j'ai les dates de Nouméa, quand ils vont me confirmer le jour exact, moi je vous recontacte et je vous dis à... Jusqu'à présent, il y a essentiellement eu des jeunes, des mineurs, puisqu'on travaille avec le collège, on a aussi... pour l'instant, c'est essentiellement le profil des personnes qui viennent consulter au planning familial. Ça peut être pour juste une demande d'information ou un complément d'information qu'elles ont déjà eu au collège et puis qu'elles approfondissent ici. Donc oui, elles peuvent se présenter comme ça. L'infirmière nous les adresse et on fait un retour. Enfin, il y a une communication qui se fait entre les différents professionnels des différentes structures. Oui. Dans les autres communes, dans Province Nord, on a des dispensaires. Dans chaque dispensaire, il y a une sage-femme qui fait des consultations. Et sur Koumak, il n'y avait pas de dispensaire. Et c'était une volonté aussi de partenariat entre la Province Nord et l'hôpital de mettre en place quelque chose qui puisse répondre à ça pour les femmes du secteur. Les projets, c'est que ça fonctionne et qu'on réponde à la demande du secteur et qu'il y ait une affluence, voilà. Voilà, donc on a des numéros de téléphone à transmettre à nos chers téléspectateurs, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas sur place à Koumak. Alors, un numéro, oui, Élise. Alors, celui du CME de Koumak, Centre Mère-Enfant, c'est le 47 63 70. Et puis, pour la population du Sud, sachez qu'il y a aussi à Nouméa le centre de conseil familial du côté de Moravel, qui lui est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 4h15. Et le téléphone est le 27 23 70. Et que propose justement ce centre de conseil Alors, familial à Moravel, donc c'est un peu l'équivalent en fait du planning familial, puisque eux, ils proposent aussi des consultations de contraception. Ils accueillent aussi des patientes en vue d'une IVG. Et puis, il y a aussi des consultations psychologiques autour des problèmes conjugaux, familiaux. Et puis, ils donnent aussi des infos sur le droit de la famille, par exemple, pour comment percevoir une pension alimentaire, les démarches à faire pour un divorce. Ils aident aussi à constituer des dossiers d'aide judiciaire, de demande de garde d'enfants, par exemple. Et puis, ils donnent aussi des infos collectives et des animations sous forme d'ateliers. Voilà un peu pour ce qui se fait du côté de Moravel. Et le médecin là-bas qui est responsable, donc, c'est Dr Brigitte Lec. Voilà pour les infos pratiques. Merci Anna pour toutes ces informations et renseignements. Donc des informations très utiles. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter des professionnels. Ils sont là pour vous aider et surtout pour vous écouter également. Bon week-end Anna. Oui, bon week-end à toi aussi et à vous là-bas derrière la télé. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Élise et salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir donc sur la venue récente d'un groupe mythique de rap, un groupe d'origine marseillaise. Ayam. Et effectivement, Ayam, Akhenaton, Shuriken, Imhotep, Khéops, ils étaient tous là, enfin presque tous, pour faire vibrer donc le public calédonien, les amateurs de rap
ou pas d'ailleurs, pour un concert unique qui s'est déroulé donc à l'Arène du Sud. C'était le 24 octobre dernier. Alors, en quelques mots, IAM, c'est qui, c'est quoi, comment ça a commencé? Alors, ce groupe est né en 84 sous le nom de Lively Crew, tout d'abord composé donc de 2 membres, Akhenaton qui était surnommé à l'époque encore Chill Phil, et puis DJ Keops. Donc en 88, Shuriken rejoint le groupe, puis ils changent en fait de nom et deviennent B-Boy Stance, et ils vont alors poser le premier rap français sur un maxi américain avec donc le crew de Brooklyn, The Choice MCs, sur This Is the B-Side. Donc c'est le premier featuring de rap franco-américain. Et donc enfin l'année suivante, Imhotep et Freeman et Kefren vont rejoindre le groupe qui va désormais s'appeler IAM. Alors IAM est un groupe de rap phare sur la scène française. Raconte-nous un peu comment leur musique a touché, on va dire, une génération et a fait d'eux des incontournables de la culture hip-hop française et même à l'échelle mondiale. Alors leur premier album, ils le sortent en 91 et s'intitule De la planète Mars, qui s'impose donc comme l'une des plus grandes réussites de la scène rap française et qui est encore très jeune à cette époque-là. Et donc 2 ans et demi après, ils reviennent avec un disque d'une 40aine de titres, Ombre et Lumière, qui leur permet d'accroître encore un peu plus leur popularité grâce notamment à la chanson Je danse le Mia, qui est un énorme succès en France et qui reprend un peu les expressions marseillaises et qui se moque surtout des frimeurs en fait du samedi soir. Voilà, donc en 95, ils sont élus groupe de l'année par les victoires de la musique. La même année, ils participent également avec d'autres groupes de rap à la bande originale du film La haine de Mathieu Kassovitz. Mais le plus grand succès du groupe reste L'école du micro d'argent qui sort en 97, qui sera élu album de l'année aux victoires également l'année suivante. Donc l'album est enregistré entre New York et Paris, l'ambiance est assez sombre, épique, le discours épuré qui dénonce bien sûr l'injustice sociale et puis la dureté du monde. Donc l'album contient également des featuring avec des pointures du rap américain comme les groupes Sons of Man, Royal Femme, RZA, mentor du groupe Wu-Tang Clan. Et donc après le succès colossal de cet album, les membres du groupe décident de se concentrer sur leur carrière solo et mettent en stand-by les albums d'IAM. D'accord, donc l'aventure IAM est mise entre parenthèses, mais ne s'arrête pas là. Combien de temps avant que le groupe crée justement un nouvel album? Alors depuis le dernier opus d'IAM, les membres ont sorti effectivement à eux tous une dizaine d'albums solo et donc fort de ces expériences personnelles, ils se sentent prêts à se retrouver pour l'enregistrement d'un album collectif. Donc Revoir un printemps sort en 2003. Un recueil de 17 titres incluant donc plusieurs duos avec des artistes internationaux tels que Stylena Johnson, Beyoncé, Method Man, Redman. Donc cet album a été conçu en fait dans une période comprise entre le 11 septembre 2001, donc les attentats du World Trade Center, et puis également la guerre en Irak qui s'est déroulée donc à partir de mars-avril 2003. Et puis entre-temps, dans l'intervalle, il y a eu également le deuxième tour des élections présidentielles où le FN est passé. Donc ils ont été très marqués par la situation internationale et également par les mutations de la société française. Et donc c'est avec cet album qu'ils reviennent, ils proposent donc un album dans son ensemble plutôt sombre. Donc ensuite en 2007 sort Saison 5. Dans ce 5e album, IAM revient donc aux fondamentaux de sa musique et rend hommage aux cultures urbaines. Alors, mais ça leur fait combien justement d'années d'existence du coup là? Plus de 20 ans hein? Oui, au moins. Alors ce sont les pionniers du rap français. Et donc en 2008, pour fêter ses 20 ans d'expérience, IAM réalise son rêve, un concert au pied des pyramides de Gizeh en Égypte. Donc en 2011, le groupe annonce son projet de collaboration avec le célèbre compositeur de musique de film italien, Ennio Morricone. Et donc un projet malheureusement qui sera abandonné en raison du coup des droits d'auteur trop élevés. Et donc leur 6e album, Art Martien, sort en avril 2013. Il est numéro 1 dès le jour de sa sortie. Donc le groupe annonce dans la foulée la sortie d'un nouvel album qui s'intitulera donc 3 petits points IAM, qui est prévu donc pour fin 2013. Et une annonce officielle révèle également que ce sera leur dernier album. Ça y est, c'est l'heure de la retraite. Et oui, tous les fans sont évidemment très très déçus de cette annonce, mais début juin de cette année, 2014, Def Jam Recordings France, qui est donc le label actuel d'IAM, annonce qu'ils prolongent leur contrat pour 2 nouveaux albums, pour la plus grande joie évidemment des fans. Et donc cette même année, IAM nous a fait donc le plaisir de nous rendre visite et puis surtout de donner un concert unique sur notre beau caillou, et je suis allée à leur rencontre à cette occasion. Donc je vous propose de revenir sur cet événement
l'événement. I Am en Calédonie, des images de Mathieu Le Barbier, Mara Lourde et moi-même. Akhenaton. Les personnages sont en place depuis l'aube de l'histoire. IAM est notre deuxième coup sur le territoire. Le premier a été Massiscaria en 2011, avec à l'époque le village du Goën. Petite tournée qui s'est très bien passée. Et on a décidé de remettre le couvert cette année en faisant venir le groupe IAM. Une aventure qui a demandé pour nous à peu près 1 an de préparation, le temps de voir avec le groupe, trouver le créneau idéal et les faire venir sur le territoire pour un show exceptionnel. Je suis pas gros caïd dans la mer, sans cœur contre l'AN5. Ça va? Nouméa, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir. Enfin. Bon, on a mis le temps. Ça va? Ça fait 25 ans donc on doit venir. Ouais, qu'on attend de venir là, ouais, grave. Alors ce soir. Crois-tu innover les têtes qui gueulent le cata? Les gosses de Mars sur l'époque est avancée. On aurait aimé venir avant, mais très souvent ça a été programmé, puis déprogrammé. On est nombreux, c'est compliqué de faire déplacer un groupe où il y a pas mal de monde. On fait un peu plus attention ces dernières années à essayer de voyager plus et d'avoir un juste équilibre dans nos tournées entre les dates en France et les dates à l'étranger ou dans des territoires éloignés. La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, le type sort les routes qu'il dévoile. Tant pis! La jeunesse occupe une place importante tout simplement parce qu'on a conscience que c'est le futur et que c'est eux qui vont modeler les différents aspects de la société à venir. Donc forcément, s'ils grandissent dans des schémas culturels un peu compliqués, ça va donner des générations qui réagissent de manière très complexe dans beaucoup de situations. On voit l'impact je reviens souvent dessus, mais c'est important, l'impact de la télé-réalité combinée avec la surreprésentation de soi sur Internet, ce que ça donne aujourd'hui dans une civilisation, une culture très individualiste. Peut-être qu'ici on n'en est pas là encore, il y a une survivance de certaines traditions qui maintiennent un équilibre, on en parlait à midi d'ailleurs, hein. Et que tout gommer pour aller uniquement dans le progrès n'est pas bon non plus. Trop rester en arrière, c'est pas bon, mais tout gommer pour aller uniquement dans le progrès, c'est pas bon non plus. Je pense qu'il y a juste des choses à équilibrer. C'est pour ça que l'époque est compliquée, c'est que les choses vont très vite, il y a une évolution. Les nouvelles générations vivent des choses que leurs parents n'ont pas vécues et a fortiori leurs grands-parents n'ont pas vécues. Et il y a une transmission du savoir, il y a un échange aussi, il y a une communication entre les générations qui est de plus en plus difficile parce que le contexte évolue très vite. Donc bon courage les jeunes. Ils nous ont fait un geste. Donc, comme c'est des gens, comme ils arrivent de Marseille, Marsilia, donc voilà déjà qu'il y a une population, on va dire, cosmopolite. Donc nous, en tant que local et représentants du collectif Ina District, on a accueilli leur geste et voilà, on a expliqué en fait la signification du geste et de par on va dire, la vulgarisation un peu avec la société à l'heure actuelle de ce geste-là, parce que c'est vrai qu'on est assez cosmopolite ici. On a plusieurs cultures, mais voilà, aujourd'hui, par le geste kanak, le peuple kanak, aujourd'hui, on les a accueillis. Et je suis en train d'expliquer en fait la valeur du geste. Donc, comme je vous disais, c'était réservé que aux grands chefs pour venir voir leur sujet. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça a permis justement, par rapport au contexte, de pouvoir ouvrir et partager. Le message qu'on a fait passer aux jeunes en Calédonie est plus compliqué parce qu'il fonctionne selon des systèmes qui sont très différents de nous en France. Et le système tribal, c'est quelque chose auquel nous, on n'est pas soumis. Par contre, il y a l'universalité de certains messages. Et l'ouverture d'esprit, la tolérance, le fait de s'intéresser à des tas de choses, le fait d'échanger, d'essayer de comprendre les autres, parce que c'est ça qui fait très souvent sortir les conflits de l'impasse. C'est que par la violence ou par
par le bras de fer, tout le monde a tout à y perdre. Alors même si la situation est... Moi je ne veux pas expliquer quelque chose que je ne connais pas bien, hein, mais je pense que de discuter, de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour la société calédonienne dans l'avenir, c'est quelque chose qui doit se faire dans le calme, avec réflexion, voilà, et qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Tant pis. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? La référence dans la fin de leur monde sur le massacre de la grotte d'Ouvéa, c'est quand les pays disent défendre certaines valeurs, défendre certains mots sur leur fronton et ne les mettent pas en application dans leur politique. Ça doit être mis en application tout le temps. Et il n'y a pas d'excuse pour quand l'État commet des crimes. Je pense qu'en France, beaucoup de gens ont réalisé que c'était un crime qui avait été commis envers des gens qui luttaient pour quelque chose qui leur semblait légitime. Le regard sur l'histoire, il est le même sur cet événement-là, comme les tas d'autres qu'on aborde dans la fin de leur monde. Aujourd'hui, justement, on parlait de résoudre les problèmes par le débat et par la discussion. C'est pas le cas du tout de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les gens sont dans des conflits perpétuels et essaient d'imposer aux autres et leur vision du monde, de la politique, leur vision de la culture, leur vision de la religion, leur vision... Et ça donne un monde très tendu. Le monde n'est pas plus violent qu'avant, il a toujours été violent. C'est juste la communication de cette violence qui fait le tour de la planète en quelques heures maintenant. Dans les derniers discours de ces derniers temps en France, on entend souvent dire « le rap c'est violent, le hip-hop est une culture violente, les gens des quartiers sont des gens violents ». Non mais sérieux. Ouais, blablabla. On sait très bien, c'est pas le problème, hein. Et encore si c'était que ça. Je crois que la vérité est ailleurs, parce que la vie c'est violent, le monde c'est violent, l'argent c'est violent, les news c'est violent, l'école c'est violent, l'amour c'est violent, la rue c'est violent, donc le rap c'est violent, QFD. À la télévision, ils avaient parlé longuement, mais en France, il y avait des gens qui dénonçaient ça comme un massacre orchestré par l'État, avec bras armés de la gendarmerie, mais c'était quelque chose qui fleurait les bonnes vieilles méthodes colonialistes à l'ancienne et qui sont toujours en vigueur dans certains pays, pas uniquement par la France d'ailleurs, hein. C'est des tas de pays pratiquent ces méthodes-là. Hein. Je me dresse dans des clics qui bardent d'armes. J'ai une armée entière sous le charme, prête à mourir à la gloire de mon étendard. J'ai rassemblé la clique des valeureux guerriers barbares d'Ardar. J'ai envoyé paître les lettres pour chasser les traîtres, selon l'enseignement de mes maîtres. C'est compliqué à décider parce qu'il y a des exemples à côté aussi de régions qui ont acquis l'indépendance et pour qui ça ne se passe pas très très bien. Donc, en général, quand un pays accède à son indépendance, les anciennes puissances coloniales font tout pour vous faire payer la note. Donc, voilà, dans toute décision, il faut être très prudent. Et il y a peut-être quelque chose de progressif à installer. Et il y a une bonne répartition des richesses à faire. C'est surtout ça, en fait. Peu importe à un moment donné qui gouverne, la gouvernance, ça peut être des questions de gens, et des gens bien ou quoi, mais c'est qui est à table. Partager dans un destin commun, ça explique que ça doit se faire sur de nombreuses années. C'est une forme d'autonomie, comme certains territoires. Mais je pense qu'il y a déjà une forme d'autonomie, hein, contrairement à d'autres régions dans le monde qui sont affiliées à la France. Et puis, la Réunion, c'est un autre statut, par exemple. La Réunion, c'est beaucoup plus soumis à des réglementations très françaises. Ici, il y a quand même une monnaie différente. Il y a au niveau des lois, il y a justement il y a un équilibre entre les lois de la République et les lois tribales. Donc, quand j'ai dit il faut discuter, il faut le faire vraiment en toute intelligence et trouver ce qu'il y a de mieux. Pour moi, la première lutte à avoir, c'est l'équité dans les prix. Et oui, ça c'est quelque chose qui est incroyable. Comment se fait-il que dans les anciennes colonies ou les endroits qui sont encore colonisés, certaines familles qui détiennent
tout un secteur de l'économie applique une politique tarifaire où on va dans les supermarchés, où le prix des yaourts et le prix de ce qui est basique est beaucoup plus élevé qu'en métropole. Ouais, la vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève, j'entends rien. Multiples sont les routes qui dévoilent. Tant pis. Ah, la vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile. Multiples sont les routes qui dévoilent. Tant pis. Ah, voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, nous. Yes. C'était trop cool. Vraiment bien. Merci à Ayam, merci à eux d'être venus sur le territoire. Merci à l'organisation, merci à tous les MC qui sont passés, Kidam, Kubi, Valdel. Ça fait trop du bien d'entendre ce son, d'écouter ça quand on était minot, quand on avait 14 ans. Et là, d'écouter Petit Frère, tout, c'est trop bien. Merci Ayam. Merci à vous. Au top, continuez comme ça. Et Shuriken, merci beaucoup de tes regards. Voilà, donc très beau concert et puis on voit qu'ils n'ont pas perdu de leur franc-parler au niveau de leur composition. Et puis donc culturellement, ils ont pu justement partager avec les rappeurs d'ici notre fameuse coutume. Donc on peut dire qu'ils se sont adaptés à la situation. Alors ensuite, on passe au reste de l'actualité culturelle du pays. Oui, alors depuis 12 ans maintenant, le Gypsy Jazz Festival reste un rendez-vous incontournable. Du mois de novembre, on y célèbre le jazz manouche, la musique des Balkans, l'électro swing et sous tous les différents aspects, la musique gypsy en général, qui y sont joués donc par des artistes internationaux, des artistes de la scène internationale qui sont invités. Et donc cette année, les invités sont... Alors il y a Richard Bona, qui est un auteur et un bassiste surtout camerounais, de renommée mondiale, qui sera là donc en quintette. Si vous ne connaissez pas, je vous propose d'en écouter un petit extrait. Et puis le deuxième invité de ce Gypsy Jazz Festival est Jinkoa. Alors Jinkoa, c'est un groupe pop aux sonorités swing des vieux New York et des vieux Paris, composé donc de la New-Yorkaise Nicole Rochelle et du Parisien Antoine Châtenay. Je vous propose d'en découvrir un bout de clip. Du noir et blanc de Times Square, c'est sans un doute que je préfère les jardins fleuris, roses et verts, les vieux faubourgs dans la lumière. Chanteuse de jazz, j'ai connu la note bleue disparue de Manhattan, de ses avenues. Je suis venue de New York à Paris. Mon corps est choisi, Paris mon chéri. Fais de moi ce que tu veux, je suis à toi pour le reste de ma vie. Ton air étourdi, tes grands yeux verts et gris. Paris mon chéri, chéri, de New York à Paris. Voilà, donc ça swing bien. Et le troisième invité de ce Gypsy Jazz est Toukas, accordéoniste hors pair, d'origine portugaise, et son quartet. Donc on en découvre un extrait tout de suite. Donc le festival a commencé mercredi. Certains ont déjà eu la chance de voir quelques-uns de ces artistes, Jinkoa ou encore Richard Bona, Anoumea ou Akone. Et donc ce soir même, Richard Bona sera présent donc à l'IFU dès 20h et le Toukas Quartet sera au Groove à 20h30. Donc demain, ça se passera à l'espace Camillo au Centre culturel Chibaou avec donc Toukas Quartet à 18h, Richard Bona Quintet à 20h et Jinkoa à 22h.
très bien, c'est noté Chloé. On rappelle également que le festival Festaway débute aujourd'hui à Lifou. Et oui Élise, alors à partir d'aujourd'hui même et pendant tout le week-end, si vous êtes à Lifou, profitez-en. Il y aura plein de spectacles, de concerts, d'animations, des ateliers également sont prévus. Par exemple, alors demain soir à 20h, c'est le Wanama Show qui vous sera présenté donc par Maïté Siwene, alias Pakuchoine, la vieille de Marais, qui vous fera hurler de rire. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité du programme sur Internet. Et on poursuit avec une soirée qui se tiendra au Rex, dédiée aux personnes en situation de handicap. Oui, Élise, alors c'est la grande soirée Handy Mix, organisée donc par les 10 000 volts et qui correspond donc à la fusion de deux événements. Alors le DJ Rex Contest, concours de DJ annuel pour amateurs et semi-pro, et puis le projet des élèves du lycée Jean 23 à Païta, en classe de terminal bac ASSP, accompagnement soins et services à la personne, pardon. Donc c'est leur projet de monter un événement festif pour un public en situation de handicap, donc pour qui ils vont consacrer leur avenir professionnel. Donc ce projet est mené en collaboration avec l'association HALT qui veut dire Handicap, Art, Littérature, Théâtre, Exposition, qui regroupe en fait de jeunes adultes en situation de handicap qui sont passionnés d'art, qui s'intéressent à la culture. Voilà, donc pas mal d'ateliers sont prévus ce jour-là. Il y aura également du slam, de la musique assistée par ordinateur, du hip-hop, également une sensibilisation à la situation des personnes en fauteuil roulant. Donc, situation de handicap. Voilà, en fauteuil roulant, donc c'est-à-dire qu'on arrive, il y aura un parcours que vous pourrez réaliser en fauteuil roulant pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors eux, évidemment, c'est au quotidien. Mais bon, c'est déjà ça. Et puis, une démo de 6 platines des DJ Corpus, SE et Full qui est prévue à 21h30. Le show, je pense que ce sera un grand show à ne pas rater. Voilà, très beau programme. Très bien. Donc, ça se passe où et c'est quand? Alors, ça se passe au Rex ce soir même à partir de 18h. Alors, quel est le tarif à l'entrée? Eh bien, l'entrée se fait sur donation, c'est-à-dire que chacun donne ce qu'il veut à l'entrée. Et voilà, les bénéfices qui seront récoltés seront reversés donc à l'association HALT. Voilà, très bien. Donc n'hésitez pas. Donc c'est une belle cause et une bonne soirée en perspective. Et on finit avec de la danse. Oui, alors c'est l'école de danse Art et Mouvement qui donne donc un spectacle avec du modern jazz, de la samba, de l'afro, du cabaret, mais pas que. Donc en tout, 150 danseurs et danseuses seront réunis autour de la thématique, la 3D. Donc beaucoup d'images, de vidéos, également du mapping sont prévus ce soir-là. Alors qu'est-ce que c'est le mapping? Alors le mapping, c'est une technologie multimédia qui permet en fait de projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer en fait des images de grande taille sur des structures en relief, comme des monuments par exemple, ou bien tout simplement de recréer un univers à 360 degrés. Donc grâce à l'utilisation de logiciels spécifiques, les volumes sont dessinés et reproduits afin d'obtenir donc des projections vidéo à grande échelle qui adhèrent le plus près possible aux endroits choisis. Oui, je me souviens que c'était ce qui avait été fait à Nouméa une année pour la fête des Lumières, c'est ça? Exactement, il y avait la cathédrale de Nouméa qui était complètement colorée. Et la fontaine aussi également. C'était très joli. Donc c'est exactement le même principe. C'est une technologie qui est très en vogue et qui est donc de plus en plus utilisée, notamment effectivement dans les spectacles de danse. Donc 3D, c'est un spectacle d'école qui est plutôt novateur et donc avec un concept novateur, comme je le disais, où danse, chant et vidéo sont mélangés. Alors ça se passe où et c'est quand? Alors c'est demain, samedi 22 à 14h et puis à 20h, une deuxième séance. Et puis dimanche 23 à 18h et ça se passe au Centre culturel du Mont d'Or. Voilà, un très beau programme culturel. Merci donc Chloé. Merci Élise, avec plaisir, à bientôt tout le monde. Alors on retrouve Mara pour notre rubrique La Science et nous. Bonjour Mara. Salut Élise, bonjour à tous. Vénus, la planète la plus lumineuse de notre ciel, attire les regards et les passions depuis la nuit des temps. Mais elle reste encore très mystérieuse pour nous les humains. On sait que c'est la sœur jumelle de la Terre, de par sa taille, sa masse et sa distance au Soleil. Et on sait également, grâce aux observations qui sont menées depuis environ une 50aine d'années, qu'elle est absolument inhabitable. Alors les observations au sol sont complétées par les sondes spatiales, en particulier la sonde Vénus Express de l'Agence spatiale européenne. Et vous pouvez voir à l'écran une photo de Vénus prise par la sonde en question.
Alors, c'est vraiment beau, hein, on va dire. Mais à part cette photo, elle sert à quoi, cette sonde? Alors en fait, cette sonde, ça fait 8 ans qu'elle est en orbite autour de cette planète, Vénus, pour récolter un maximum de données en fait sur la composition de la planète et sur ce qui l'entoure aussi, bien sûr. Alors elle a quand même effectué 3000 orbites autour de Vénus depuis 2006. Et ce qui intéresse les scientifiques, c'est de savoir ce qui a mal tourné en fait sur cette planète. Comment ça a mal tourné? Eh bien voilà, en fait, comme je le disais, aujourd'hui, Vénus, c'est une planète qui est inhospitalière. Oui. Elle est sèche comme un caillou et dans son atmosphère qui est composée essentiellement de gaz carbonique, eh bien, il y a un énorme effet de serre qui élève la température de surface à plus de 450 degrés Celsius. Agréable, non, Élise? Ça craint. Et ce qui perturbe les scientifiques, c'est qu'au début de l'histoire du système solaire, Vénus et la Terre, notre planète, elles se ressemblaient beaucoup. Par contre, elles n'ont pas évolué du tout de la même façon. Et heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est clair, en tout cas, pas pour moi, hein, les 450 degrés là. Et donc, la sonde Vénus Express, c'est les a aidés pour comprendre tout ça, là? Alors, Vénus Express, avec tous les instruments qu'elle a emmenés avec elle, donc 7 au total, elle a fourni une étude très complète, en fait, de ce qui entoure Vénus et de sa surface également. Alors, on ne peut pas dire que les scientifiques savent exactement ce qui a mal tourné, entre guillemets, sur cette planète, mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'informations disponibles et donc ils la connaissent bien mieux. Donc là, la sonde, elle arrive en fin de vie, inexorablement, elle va tomber en panne de carburant et puis elle va descendre tout simplement vers la planète. Mais avant ça, les scientifiques ont lancé une phase expérimentale d'aérofreinage. La sonde est descendue dans l'atmosphère de Vénus à une altitude de moins de 130 km de sa surface, ce qui est très proche en fait. C'est clair. Et j'imagine que c'est une phase délicate pour la sonde. Oui, bien sûr, mais apparemment, elle a bien résisté, la sonde, et depuis les 2 missions soviétiques Vega en 1985, c'est le seul véhicule spatial fabriqué par l'homme qui est descendu dans l'atmosphère de Vénus. Et les précieuses données, en plus de favoriser bien entendu la connaissance qu'on a de cette planète, eh bien, elles vont être utilisées pour planifier les futures missions d'exploration qui pourront employer l'aérofreinage pour se placer en orbite ou atterrir sur un astre. En fait, c'est une technique qui utilise les forces de frottement exercées par l'atmosphère pour décélérer ou ralentir. Alors, les explications, les observations et les théories surtout des scientifiques, c'est tout de suite. On regarde. Bienvenue dans Space, nous sommes à l'Observatoire de Paris pour jeter un coup d'œil à notre voisine Vénus. Un monde étrange où le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est et où une journée dure plus longtemps qu'une année. Mais tout d'abord, voyons un peu quelles sont les nouvelles de l'univers ce mois-ci. 2 sondes ont atteint Mars, Maven, envoyée par la NASA, qui va étudier l'atmosphère, et la mission indienne Mars Orbiter. Ce nouveau télescope à 16 lentilles a été conçu par un consortium de Pologne, d'Italie et de Roumanie. Il doit détecter des astéroïdes inconnus qui se trouvent près de la Terre. L'astronaute de l'ESA Alexander Gerst travaille dans l'ISS au développement de nouveaux vaccins en regardant comment des souches de salmonelle deviennent plus virulentes en microgravité. Maintenant, place à Vénus, une planète qui envoûte les scientifiques depuis des siècles. Fondé en 1667, l'Observatoire de Paris en France connaît tous les moyens d'étudier le système solaire. Sur place sont conservés tout un tas d'outils, dont ceux permettant de regarder Vénus lorsqu'elle passe devant le Soleil. Ici, nous avons un exemplaire unique du revolver photographique de Janssen. Cet instrument a été conçu à l'Observatoire de Paris pour les observations du transit de Vénus en 1874-1882. Aujourd'hui, l'Observatoire de Paris reste à la pointe des sciences planétaires. C'est là que travaille Thomas Widmann, qui passe beaucoup de temps à tenter de percer les différents mystères de la planète Vénus. Vénus et la Terre sont comme des planètes sœurs. Elles ont été formées au même endroit dans le système solaire, encore plus près que la Terre et Mars ne le sont, avec les mêmes ingrédients primitifs, les mêmes gaz, les mêmes roches, qui tournaient dans le système solaire primitif. Et pourtant, ces 2 planètes ont eu 2 destins complètement différents. Donc Vénus a plus ou moins commencé comme la Terre, mais aujourd'hui c'est un lieu aride dont l'atmosphère est composée d'une épaisse couche d'acide sulfurique et de CO2.
Son atmosphère est très dense, près de 97% de dioxyde de carbone, un effet de serre très important, et la température à la surface est supérieure à 450 degrés Celsius. La pression atmosphérique est de 92 bars, soit près de 100 fois ce que l'on a ici sur Terre. C'est donc un endroit vraiment très désagréable. Incommode, mais également inhabituel. C'est la seule planète qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais pas seulement. Vénus est la seule planète du système solaire qui prend plus de temps pour faire une rotation sur son axe que pour tourner autour du Soleil. Une journée vénusienne compte 243 jours, alors qu'il lui faut 224 jours pour tourner autour du Soleil. En 2005, l'ESA a lancé la mission Vénus Express pour observer de plus près cette planète un peu fantasque. Après avoir passé 8 ans à scanner les épais nuages, l'équipe a envoyé Vénus Express effleurer les premières couches de l'atmosphère, une technique connue sous le nom d'aérofreinage. Les explications de Don Merritt depuis la base de l'ESA à Madrid. Nous sommes allés dans l'atmosphère dans cette direction, car ce côté de la sonde qui était fixé à la fusée lors de son lancement était le plus à même de soutenir des forces et des températures importantes. Nous avons aussi fait pivoter les panneaux solaires pour maximiser la quantité de frottement et ainsi obtenir une importante force de freinage. La manœuvre d'aérofreinage a permis d'obtenir le premier gros plan de l'atmosphère haute de Vénus et les scientifiques ne s'attendaient pas à ce qu'ils ont découvert. Ce que nous avons découvert d'inhabituel, c'est la pression variable, comme s'il y avait des vagues de pression dans l'atmosphère. Et donc on ne s'attendait pas à cette structure de vagues. Et l'analyse de ces données va donner du travail aux scientifiques pour un certain temps. Les données de Vénus Express ont révélé à l'équipe scientifique un autre mystère. L'équipe a remarqué que les vents vénusiens étaient de plus en plus rapides. Quand nous sommes arrivés près de Vénus il y a 8 ans, nous avons détecté des vents à 300 km/h, ce qui est très rapide. Mais tout au long de ces années, la vitesse a augmenté. Il y a maintenant des vents à 400 km/h et on ne s'explique pas encore ce qui a pu se passer. La planète recèle encore d'autres énigmes. Ainsi, sur les rares photographies de la surface de la planète, images prises par la sonde russe Venera 13, on ne détecte pas de volcan malgré la présence de roches volcaniques. La surface de Vénus est relativement jeune à l'échelle de l'histoire du système solaire. Et il y a une contradiction pour nous entre l'absence d'activité volcanique ou tectonique d'aujourd'hui et cette surface qui, malgré tout, paraît relativement jeune. Donc il existe peut-être des processus géologiques très rares, mais très puissants, très violents, qui pourraient finalement avoir un rôle de resurfaçage sous une forme absolument catastrophique, et donc une sorte de nouvelle naissance pour la croûte vénusienne. Qu'a-t-il donc pu arriver à Vénus pour devenir un tel enfer ? Quelques théories ont été avancées, mais n'ont jamais été prouvées. Il a dû se produire un désastre majeur au tout début de l'histoire de la planète avec la collision d'un objet très large qui a provoqué le ralentissement de sa rotation. Et je pense que c'est là le tournant de la vie de Vénus. Des indices sur ce qui a pu se passer autrefois figurent peut-être dans la vaste quantité d'informations récoltées par Vénus Express. Et Vénus continue de fasciner et de surprendre. Vénus est la planète la plus brillante du ciel et c'est le luminaire le plus brillant après le Soleil et la Lune. C'est une planète qui fait partie du patrimoine culturel humain. Et donc c'est cette personnalité particulière de Vénus comme objet brillant, culturel, qui m'attire finalement le plus encore peut-être que les raisons scientifiques que nous avons évoquées. Voilà, c'est intéressant, mais je préfère rester sur ma terre ferme. Donc voilà, beaucoup de travail avec ces nouvelles données récoltées. Donc beaucoup de mystères toujours à résoudre pour expliquer tout ça. Heureusement qu'on a affaire à des passionnés. Alors, c'est quoi la suite ? Alors, c'est possible qu'au cours de cette phase d'aérofreinage, tout le carburant de la sonde soit consommé, malheureusement.
ou alors que le vaisseau spatial ne survive tout simplement pas à cette étape. C'est risqué quand même. Mais si la sonde est encore en état de fonctionner après ça, elle va retrouver une orbite d'attente et poursuivre des opérations limitées, bien entendu, pendant quelques mois, avant de faire cette fois-ci une dernière descente vers Vénus. D'accord, et comme tu le disais, c'est risqué, hein, on ne sait jamais comment ça va se passer. Et oui, finalement. forcément. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas le choix. Hein. C'est que comme ça, finalement, qu'on peut accéder donc, à des nouvelles connaissances. Donc, ça vaut le coup. Et en ça, les sondes spatiales nous ont énormément aidés. Alors, justement, qu'est-ce que c'est exactement une sonde spatiale? Alors, une sonde spatiale, en fait, c'est un vaisseau non habité qui est envoyé par l'homme pour explorer au plus près, en fait, des objets du système solaire. Et pour certaines, même ce qu'il y a au-delà du système solaire. D'accord. Donc leur rôle en fait c'est de faire des observations tout simplement, de mesurer les paramètres de leur cible et d'envoyer tout ça sur Terre pour nous permettre à nous d'en savoir plus sur les astres en question, sur le système solaire et puis au final sur l'histoire de notre univers. Donc ce sont un peu nos envoyés spéciaux quoi. Elles vont sur le terrain pendant qu'on reste, on va dire, bien tranquille sur Terre. Bah ouais, c'est ça finalement. Alors la première sonde spatiale à avoir réussi sa mission, ça a été la sonde soviétique Luna 3 qui a pris des photos en fait de la face cachée de la Lune, ça date de 1959. Et les sondes qui ont suivi après, elles sont allées voir de plus près les planètes, donc Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, les satellites aussi de Jupiter et Saturne. Et parmi les plus récentes, il y a eu la sonde Mars Express qui a prouvé l'existence d'eau sur la planète Mars. D'accord. Il y en a eu beaucoup quand même alors? Oui, il y en a eu quand même beaucoup ces 50 dernières années. Il y en a eu beaucoup aussi qui ont échoué dans leur mission, mais il faut continuer quand même à en envoyer si on veut en savoir plus sur notre histoire, bien évidemment. D'ailleurs, depuis les années 2000, le nombre d'envois de ces sondes a augmenté. Et il y en a qui sont actuellement en mission, d'ailleurs, comme Rosetta, dont je vous parle assez régulièrement. Oui, d'ailleurs, justement, elle en est où, Rosetta? Alors, Rosetta, sa mission va pouvoir commencer. Élise, les responsables de la sonde européenne qui navigue depuis 10 ans dans l'espace, je vous le rappelle. Juste 10 ans. Ouais, juste 10 ans, voilà. Ils ont donné mardi 11 novembre au soir un premier feu vert au largage mercredi de son petit robot Philae. Donc, alors, le module de la sonde, il doit atterrir sur la comète Churyumov-Gerasimenko à quelques 510 millions de kilomètres de la Terre, une première dans l'histoire de l'humanité. Alors, il signifie quoi ce feu vert? Alors, ce premier feu vert, parce qu'il doit y en avoir d'autres, il signifie que Rosetta se trouve tout simplement sur la bonne trajectoire, sur la bonne orbite, et qu'un chemin, une trajectoire a été trouvé pour la descente de Philae, son petit module. Après, il faut s'assurer que tous les systèmes sont prêts, faire toutes les vérifications avec énormément d'attention. Ça serait dommage de gaspiller 10 ans de travail pour une petite erreur. Donc, il faut qu'on soit absolument sûr d'avoir toutes les chances de notre côté pour que l'atterrissage se passe du mieux possible. Et avec les données récoltées, si tout se passe bien, on en apprendra un peu plus finalement sur notre histoire. Et oui, parce que cette comète, cette boule de glace et de poussière, finalement, elle représente un des plus anciens fossiles de ce qu'a été le système solaire il y a 4,5 milliards d'années. La matière qui la constitue, c'est la même que celle qui a servi de noyau à la Terre originellement. Et l'eau qu'il y a en son sein, elle pourrait être de la même composition que celle de nos océans. Et l'ultime hypothèse, celle qui fait le plus rêver les scientifiques et puis même nous, c'est qu'on pourrait trouver des molécules qui auraient été les pièces élémentaires nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre. Voilà, donc comprendre le mystère de la vie, c'est sûr que ça fait rêver. Et vu qu'on épuise justement les ressources de notre planète, peut-être qu'on va être obligé de prendre des vaisseaux spatials et d'aller justement sur Mars, c'est ça? Oui, ou sur Vénus. Sur Vénus, pardon, ouais. Merci, Doc Marin. Merci à toi, Élise, mais je resterai sur Terre pour ma part. Moi aussi, je pense. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est avec cette rubrique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tous.